La nourriture pranique, c'est le fait de se nourrir de la lumière. Alors, bien évidemment, regardez, c'est une super journée aujourd'hui, nous avons la lumière du soleil. Donc, a priori, rien ne pourrait exister sur Terre d'organisme vivant, que ce soit minéral, animal, végétal, humain, s'il n'y avait pas le soleil. A priori. Alors on va dire, oui, mais les animaux dans les abysses, dans les profondeurs des océans, qui peuvent vivre sans la lumière du soleil, oui, peut-être. Mais grâce à cette lumière qui est en surface, il y a aussi de l'oxygène, il y a aussi des particules de lumière, les biophotons qui circulent et qu'en bas, ils prennent. En tout cas, le prana, c'est l'énergie du soleil, d'accord. Et là, j'attends vos questions. Vous devriez me dire, oui, mais quand il n'y a pas de soleil, comment on fait? Et s'il n'y a pas de soleil, comment on fait? Donc, quand il n'y a pas de soleil, en réalité, la particule de lumière, elle est tout le temps là. Vous allez dans les WC, porte fermée, dans le noir, vous allez dormir dans votre chambre dans le noir, il y a de la particule de lumière en permanence dans l'atmosphère. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a tout le temps de la lumière. La lumière au sens particule de lumière et non pas le fait de voir, ça c'est autre chose. Après, je voudrais aussi vous proposer une petite question. Ça serait trop facile de dire, bon, on peut vivre de la lumière du soleil, on peut se nourrir de la lumière du soleil, puisque c'est ça qu'on retrouve dans les fruits et légumes, c'est grâce à ça que les fruits et légumes ça pousse, et qu'on peut se nourrir de ça, d'accord? Mais ça serait trop facile. Pourquoi je dis ça? Parce que ça voudrait dire que notre santé, notre bien-être, notre joie, notre conscience au présent dépendrait essentiellement de l'extérieur, c'est-à-dire des conditions climatiques, atmosphériques et du fait qu'il y ait le soleil dans la galaxie. Ce serait un peu trop facile. Pourquoi? Parce que nous avons aussi des pensées, des émotions. Nous avons aussi des factures, nous avons aussi des contraintes, nous avons aussi des licenciements, des divorces, des fausses couches, des mariages, et puis des, je sais pas, ce que vous voulez. Il y a des choses agréables et désagréables dans la vie qui fait que le soleil, à lui tout seul, peut-être ne suffira pas pour qu'on gère ça aussi correctement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en termes de nourriture-lumière, plus que pranique au sens propre, on peut aussi envisager d'autres formes de lumière. Et qu'est-ce que vous verriez, vous, comme autre forme de lumière? Personnellement, j'en vois 4. Et pour moi, la nourriture pranique, c'est 4 sources de lumière. La première, c'est le soleil, d'accord. Qu'est-ce que vous verriez d'autre? La lumière. Alors, je vous aide. Le soleil, c'est source extérieure. Les 3 autres, pour moi, elles sont intérieures. Donc la lune, c'est extérieur. Le cœur, peut-être. Ah, bien. Le cœur. Alors, précisément, qu'est-ce que vous suggéreriez avec le cœur? Le cœur, il émane. Il émane quelque chose. Ouais. Enfin, quand on le fait travailler. De quelle manière? Envoyer des énergies d'amour, voilà. Non? Envoyer où? Je sais pas, pour soi, pour les autres. Voilà. Ça, c'est une deuxième source de nourriture qui est l'énergie du cœur. Et le cœur qui, neuroscientifiquement parlant, produit une énergie qu'on appelle énergie électromagnétique, produite par les neurones du cœur. Vous avez tous entendu parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque qui est le fait d'imaginer de respirer avec le cœur. Le cœur inspire et se gonfle. Le cœur expire et se dégonfle. Eh bien, vous savez, rien que de faire ça, vous produisez de l'amour. Ça s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, ocytocine. J'ai toujours un problème d'orthographe. Ocytocine, ça doit être ça. Ça doit être comme ça, l'histoire. Ou alors il y a le X là, le C là. C'est l'un ou l'autre. Ocytocine. Hormone de l'amour. Donc, en termes de prana, pour moi, et c'est ça l'objet de la nourriture pranique, et vous allez voir que c'est complètement démystifié, parce qu'on a tendance à dire c'est un truc extraordinaire, comment on fait pour pas manger. Vous avez le soleil, d'accord, qui fait que le soleil, vous allez, en tout cas, la particule de lumière émise par le soleil, et peut-être par tous les soleils de toutes les galaxies de l'univers, parce que a priori on n'est pas seul dans l'univers, eh bien on reçoit toute cette énergie. Et cette énergie, elle est captée
par les capteurs. Et les capteurs, ça va être la glande pinéale, ça va être la peau qui est un poumon. La peau respire, et c'est plus important encore la peau que les poumons en tant que tels, parce que les grands brûlés ne survivent pas aux brûlures au-delà d'un certain pourcentage de surface du corps brûlé quand il y a trop de peau de corps brûlé, parce que ça ne respire plus, alors qu'il respire bien par les poumons. On respire aussi par la peau. On va capter cette énergie de lumière par la respiration. Comme il y a du prana dans l'atmosphère, on respire et on capte ça aussi. On va capter aussi par les yeux. Si vous connaissez la pratique de se nourrir de l'énergie directe du soleil, directe à la source au soleil, qui est le sun gazing. Sun gazing, vous regardez le matin de bonne heure, quelques secondes, pas plus, parce qu'il ne faut pas abîmer l'œil. Vous regardez le soleil et vous vous nourrissez directement par l'œil, parce que l'œil est relié à la glande pinéale et ça fonctionne ensemble. Et après, vous allez nourrir tout l'organisme. Ce sont des techniques complémentaires éventuellement. Vous allez capter la lumière du soleil aussi par les chakras. Parce que les chakras, donc périnée, hara, plexus solaire, plexus, c'est un chakra, chakra solaire, le cœur, la gorge, troisième œil, qu'on appelle le ajna, chakra coronal, capte la lumière. Pour aller un peu dans le détail technique, un chakra tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour capter l'énergie quand il y a besoin, va distribuer cette énergie par le biais des méridiens, faire fonctionner les organes correspondants. Quand il y a trop d'énergie dans l'organisme, ça arrive, eh bien, par régulation de cette banque d'énergie qui est investie dans le corps, vous avez deux méridiens principaux, un devant qui est méridien conception, un derrière qui est le vaisseau gouverneur, qui se rejoignent au niveau du palais, qui vont redonner de l'énergie pour maintenir l'équilibre. Et redonner comment? En faisant tourner le chakra dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est de la technique. Bon, c'est pas très important. Donc ça, c'est déjà une source d'énergie, une source de prana par le biais du soleil. On va aussi capter le soleil ou l'énergie du soleil par les pieds. C'est très bon de marcher pieds nus. C'est très bon de s'ancrer. Quand vous vous ancrez, vous permettez à l'antenne cosmotellurique que nous sommes de faire circuler ces énergies de haut en bas, de bas en haut. Mais aussi de capter l'énergie de la Terre par les chakras plantaires. Et aussi par les mini-chakras des orteils et par les mini-chakras des doigts. Il y a tout ça, ça on le connaît dans les soins, dans le cadre des soins énergétiques. Tous les praticiens en énergétique connaissent tout ça. Après, monsieur a tout à fait raison. Source d'énergie, source de prana, source de lumière, le cœur. Le cœur produit un véritable champ électromagnétique quand vous êtes bien dans votre peau, quand vous êtes aligné avec vous-même, que vous vous mettez en état alpha. Alors on va travailler tout ça demain. Il y a des pratiques par rapport à tout ça, en termes de nourriture à partir de la respiration du cœur, par exemple, qui fait que vous produisez l'hormone de l'amour, l'ocytocine, qui fait que vous produisez ce champ électromagnétique, qui fait que ce champ va renforcer les défenses immunitaires. Ça, c'est pour les scientifiques, les anticorps, les antigènes, et pour les branchés un peu comme moi, on va appeler ça renforcer l'aura. L'aura. Vous avez l'aura éthérique, l'aura astrale, l'aura mentale, l'aura causale, bouddhique, atmique, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, c'est complémentaire. Ça s'appelle comment, ça, finalement, l'énergie qui émane du cœur? Ça s'appelle l'amour d'abord pour soi, l'estime de soi. Et donc, la nourriture pranique, c'est aussi s'accorder la meilleure des nourritures dans votre vie de tous les jours, qu'on appelle, en étant plus large, l'hygiène de vie, parce que vous le méritez, parce que vous vous aimez. Et donc, vous allez aller vers le meilleur. Et le meilleur, c'est bien souvent pas tellement ce que le mental dit. Tiens, je mangerais bien un casse-croûte avec beurre, jambon. Allez hop, j'aimerais bien manger ça. Mais en réalité, quand on s'aime au mieux, on est beaucoup plus à l'écoute de son corps que de son mental. Parce que le corps ne se trompe jamais, a priori. Et ça, c'est le côté intuitif de la chose. Et le corps va vous dire, ah non, jambon, beurre, pain blanc, constipation, phosphate, plaques dans les intestins, gna gna gna, c'est lourd à digérer, les croissants, etc., etc.
Non, le corps, si vous l'écoutez, il va vous dire non, 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 j'en veux pas de ça. Par contre, le mental, il va vous dire si, vas-y, ça fait plaisir, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que le jambon beurre, par exemple, c'est la grand-mère qui vous donnait ça. Et c'est le côté affectif qui va vous nourrir. Donc c'est toujours pareil. C'est en fonction de ce que vous percevez à partir de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous avez le cœur, les émotions, les sentiments, source d'énergie. Et je viens de l'illustrer dans le fait d'écouter son corps ou sa tête. Vous avez un autre foyer énergétique, une autre source d'énergie, de prana, de lumière, qui est aussi validée scientifiquement, la tête. Et la tête, c'est pas le mental, c'est la conscience. Conscience. Conscience, présence. En réalité, nous avons un cerveau gauche et nous avons un cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est plutôt mental, analytique, rationnel. Le cerveau droit, c'est plutôt l'intuition. Ça, c'est plutôt masculin, ça, c'est plutôt féminin, etc., etc. Bon. En réalité, nous, en Occident, on est beaucoup trop dans notre tête et pas assez dans notre corps. On est trop ici. Et en général, on n'est pas assez dans notre côté intuitif, féminin, cerveau droit. Et si vous écoutez votre corps, il va vous dire « Surtout te marie pas, tu vas être malheureuse comme les pierres. » Vous voyez? Alors quand on est sur un projet de construire une société, de mettre de côté pour un voyage, ou de vendre la maison pour un autre truc, ou de prendre un employé pour grossir l'activité, soit on est dans notre tête, soit on est dans notre ressenti profond. En fait, l'idée, c'est pas d'être soit dans l'un, soit dans l'autre, mais c'est d'être dans les deux. Paf, paf. Être à la fois dans je réfléchis à ce que je ressens, et à la fois ressentir ce que je suis en train de penser. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Et ça s'appelle la pensée glocale. C'est à la fois local et global. Local, parce que je suis coupé du reste et j'analyse, donc je prends un élément parmi tout le reste, c'est du local. Et global, parce que là je ressens l'ensemble. Et l'idée, c'est d'être pas dans l'un ou l'autre, mais dans les deux. Pensée globale. Une technique ultra puissante pour ramener cette synchronisation hémisphérale, vous la connaissez, c'est la fameuse respiration du cœur, on retombe là-dessus, qui va vous mettre en état alpha. Et l'état alpha se caractérise par le fait que le cerveau, grâce aux ondes électroencéphalographiques, va produire une activité électrique d'environ 13 Hz. Et bien 13 Hz, c'est la fréquence électromagnétique de la planète Terre, qui augmente sensiblement, plus ou moins régulièrement, depuis le milieu du XXe siècle. À peu près en 1950, la fréquence était d'environ 8 Hz, et elle monte, elle monte, elle monte. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, il y a de plus en plus de gens qui mangent vegan, qui ne mangent plus de viande, qui arrêtent de fumer, et qui mangent de moins en moins. Et qui spontanément restent 2-3 jours sans manger parce qu'ils n'ont pas faim, ils n'y pensent même pas, ils sont bien, ils ne maigrissent pas. C'est grâce à ça, à la fréquence de la planète qui est aussi une nourriture pour nous. Et peut-être un symptôme pour ça, on peut avoir qu'on sent qu'on ne peut pas digérer, qu'on ne peut plus manger comme avant. Oui. Ça va plus. Oui, bien sûr. Parce que le corps vous le dit. Naturellement, pourquoi est-ce que quand on est en été, on va manger plus des salades? Pourquoi est-ce que globalement on mange moins en été? On a plus de lumière. On a plus de lumière, donc on est plus nourri, on a moins faim. En hiver, on a moins de lumière, il fait froid, c'est pas terrible pour le moral. Et donc ça va faire du bien de manger les lentilles, la choucroute pour vous en Alsace, etc., etc. Ça tient au corps. Bon, vous voyez, les besoins ne sont pas les mêmes en fonction de l'exposition au soleil ou pas. Mais là-dedans va intervenir aussi les émotions, mais aussi les croyances en termes de conscience ou de mental. Le mental, ça va être « Mon gamin, ma gamine, tu vas pas me décevoir, termine le plat, c'est pas comme ça que je t'ai élevé, fais plaisir à ta grand-mère. » Et vous n'avez plus faim le corps, mais la tête va dire « Je vais faire plaisir, donne-moi, je vais terminer. »
On ne va pas jeter ça à la poubelle. J'ai entendu ça toute ma vie, hein, toute mon enfance. Et comment qu'on fait alors quand c'est l'inverse? Je veux dire, si on veut s'arrêter de manger, c'est pour ça que je suis là, mais qu'on a faim. Alors l'idée, c'est pas de s'arrêter de manger. S'arrêter de manger, c'est le mental qui dit j'arrête de manger. S'arrêter de manger, c'est par rapport à manger. Donc c'est la dualité. Je m'oppose à. Sauf que dans le côté inconscient, va y avoir des résistances. Oui, mais moi je veux manger. Parce que c'est plus compliqué que ça. Parce que dans le cerveau, vous avez 3 cerveaux. Vous avez le cerveau des pensées, le cortex. Le cerveau des émotions, le système limbique. Le cerveau de la survie, le système reptilien. Et la survie va vous dire non, 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 je veux que tu manges. Parce que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Donc ça va s'opposer, ça va faire des... et il va être question dans la nourriture pranique d'être surtout en conscience, pas d'arrêter de manger. Arrêter de manger mécaniquement, inconsciemment, en écoutant toujours la tête et pas assez le corps, pour apprendre à se nourrir en conscience. Et de se nourrir et du soleil, mais quand il n'y a pas de soleil, comment on fait? Il y a une subtilité par rapport à ça. Tout en se nourrissant du cœur, tout en se nourrissant de la conscience, parce que la science, les neurosciences, la science quantique au sens large, Mathieu Ricard, le traducteur du Dalai Lama, est passé dans X scanners et IRM en état de méditation pour montrer l'activité du cerveau et du corps, et que la méditation était complètement régénératrice, réparatrice pour le corps. Vous avez ici même à Strasbourg un diplôme universitaire de médecine, neurosciences et méditation dirigé par le docteur Gérard Bloch, qui est rhumatologue à Strasbourg et qui enseigne la méditation pleine conscience. Vous avez Christophe André qui vient ici enseigner. Quand vous êtes en état méditatif, vous produisez comme le cœur une activité électromagnétique qui est très très bonne pour la santé. On le sait, mais à l'envers. Ça, on le sait sans le savoir. Ce qu'on sait plutôt, c'est l'envers. L'envers du décor, c'est le côté mental. Le mental, il vous amène du stress. On sait que le stress, ça bouffe de l'énergie. C'est énergétivore. Et c'est fatigant. C'est épuisant. Ça s'appelle le burn-out. Ça s'appelle la dépression. Plus vous êtes au présent, parce que le stress, il vous amène soit dans le passé, soit dans le futur. Plus vous êtes dans le présent, moins vous êtes stressé. Et plus vous allez être open, 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 open. Donc vous vous alignez avec vous-même. Quand vous êtes dans le stress, vous êtes fermé, 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 fermé. Tristesse, peur, colère, ce sont des émotions qui vous ferment et qui vous contrarient énergétiquement, physiologiquement. Vous terminez chez le médecin. 80% des motifs de consultation, c'est ça. Ça vous désaligne. Quand vous êtes sorti du stress, en vous réalignant sur le ici et maintenant, vous faites tout l'effet inverse. Vous êtes super bien dans votre peau et naturellement, vous vous alignez au niveau du physique, mental, émotionnel et spirituel. Et c'est ça l'objet de la nourriture pranique. La nourriture pranique, ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Ce n'est que de l'hygiène de vie au quotidien. Mangez moins, mangez mieux, plus de fruits et légumes, parce que c'est là où il y a encore un peu plus d'énergie qu'ailleurs, plus de cru que de cuit. Arrêtez le plus possible toute la nourriture industrielle, transformée, raffinée avec les colorants, les stabilisants, tous les bazars là. Le plus possible, arrêtez tout ça. Après, il faut tenir compte des intestins si vous êtes bien pour digérer le cru et machin et les fruits. Il y a des gens qui ont des sensibilités par rapport à ça. Faites une pause alimentaire de 24 heures par semaine. C'est l'objet du stage de demain. Demain, c'est 12 heures de pause alimentaire. La dernière stage que j'ai fait comme demain, c'était à Angers. Il y a eu 10 stagiaires. Ils étaient tous super contents. Ils n'avaient pas faim. À la fin de la journée, ils n'avaient pas faim. Après, vous rentrez le soir et si vous voulez manger, vous mangez. Mais ils étaient super contents. Et on va faire des pratiques d'alignement sur le physique, le mental, l'émotionnel. On va faire la relaxation, la méditation, faire un peu de tai chi, on va faire peut-être un petit peu de danse. On verra s'il y a plus d'hommes ou de femmes. On verra, parce que la danse est aussi quelque chose qui favorise l'alignement. Pourquoi je vous dis tout ça un petit peu en vrac, parce que
Quand on dit symboliquement, il faut s'aligner entre le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. S'aligner, ça donne une ligne, ça donne une verticalité. Ici et maintenant, ça vous relie de la terre au ciel. Donc vous allez, par ouverture ici, champ de la conscience, ici, là, vous allez capter tout le prana. Tac, vous redistribuez à la terre, tac, tac, tac. Mais il y a aussi un alignement horizontal qu'il faut envisager, qui s'appelle le féminin et le masculin, le yin et le yang. Et vous avez une très bonne façon d'aligner ça, c'est de danser. Quand vous dansez, madame est très féminine, moi je suis très masculin, ça va bien. Mais des fois, ça m'est arrivé d'avoir une femme qui soit un peu trop masculine. Et moi, ça m'est arrivé de ressentir que j'étais pas assez masculin, un petit peu trop féminin, c'est-à-dire pas assez meneur, avec une femme trop meneuse. Et ça désynchronise. Et l'idée de l'alignement du yin et du yang, du féminin masculin, dans la danse, c'est surtout de s'aligner avec son couple intérieur. Il y a Salomon qui a écrit le couple intérieur, la folie du couple intérieur. Nous sommes tous des êtres androgynes. À gauche, nous sommes féminins. À droite, nous sommes masculins. Hommes et femmes sommes féminins à gauche, masculins à droite. Et on le voit dans la danse. On le voit dans la danse. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Quand on fait du tai chi, demain on fera un petit peu de tai chi. Dans le tai chi, vous êtes en permanence entre le gauche et le droit pour harmoniser le féminin masculin, mais aussi relié entre la terre en bas et le ciel en haut, de manière à ce que vous deveniez une antenne cosmotellurique, que vous laissez les choses circuler. C'est la fluidité de l'alignement entre le physique, mental, émotionnel et spirituel. Après, on pourrait aborder le versant un peu psychosomatique et médical de la chose. C'est-à-dire que c'est quand même troublant de voir que vous avez une femme homosexuelle qui est venue me voir en consultation il y a quelques années, qui avait un cancer du sein à droite et qui avait tous des problèmes de santé sur le côté droit, mais qui était dans une relation de soumission à sa mère et qui était investie avec les syndicats au boulot, rebelle contre la hiérarchie professionnelle pour compenser la soumission, avec des problèmes de santé à droite. Et 2 ans plus tard, j'ai reçu sa copine, sa compagne, en séance, qui avait tous des problèmes de santé à gauche, articulaires, et qui, elle, était en conflit de rébellion à son père. Donc sa polarité yin et yang était trop prononcée dans le yang chez la première et trop prononcée dans le yin chez la deuxième. Et l'un dans l'autre, ça donne un couple. Mais en fait, chez chacune, il y a des trucs qui n'allaient pas. Ça donne des problèmes de santé. C'est très intéressant. Quand madame n'est pas bien avec monsieur, elle a un conflit de territoire. Elle veut revendiquer son côté yin. Elle ne veut pas qu'on rentre dans son côté yin. Elle va le faire savoir comment? En mettant le yang de côté, enfin là-haut, pour ne pas rentrer dans le territoire. Comment? Elle va se créer tous les symptômes d'une infection urinaire, une cystite. Sauf que l'urine au laboratoire est complètement stérile. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de germes, donc ce n'est pas une infection. Ce sont des spasmes inconscients de l'appareil urinaire qui donnent des symptômes d'infection urinaire, mais qui n'en sont pas. De manière à ce que monsieur ne puisse pas investir avec madame la sexualité du couple. Et ça marche aussi comme ça. Donc équilibrer le yin et le yang. 3 sources d'énergie, le soleil, le rayonnement du cœur, le rayonnement de la présence au présent, la conscience, c'est l'état méditatif. Il n'y a pas besoin de méditer pendant des heures comme ça. Il y a juste à être présent. C'est-à-dire que vous sentez les jambes sur la chaise, vous sentez les talons sur le sol, vous sentez la pression des bras sur le ventre, vous sentez que vous avez un doigt qui vous rentre là quand vous me regardez, vous sentez la respiration se faire, vous sentez comment vos épaules elles sont. Tout ça, c'est la présence au présent. Méditer, c'est écouter et ressentir. Il n'y a pas besoin de prendre une tenue particulière, une position et tout et tout. Bon, il
n'y a pas besoin de tout ça, c'est très simple. Et puis il y a une quatrième source d'énergie possible, qui serait laquelle pour vous? Toujours intérieur. Les grands maîtres de l'Inde le disent, en réalité nous avons tout à l'intérieur. Quand je vous dis la conscience permet d'être présent au présent, eh bien, grâce à cette conscience de l'individu que nous sommes, connecté à cette présence au présent, il est possible, dans le laisser-faire, dans le lâcher-prise, bonjour, il est possible de se laisser connecter, non plus par le présent ici et maintenant, mais au travers et dissimulé par le présent ici et maintenant, de se laisser connecter par la présence grand P, la présence qu'on peut appeler la source, que l'on peut appeler le divin. Et ça, c'est encore une source de lumière, source d'énergie. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté, relié au cœur du cœur, regardez l'horizontale et la verticale, au cœur du cœur, voilà, le secret il est là. Quand vous êtes au cœur du cœur, que vous lâchez le mental, que vous êtes aligné, que vous êtes bien, que vous êtes zen, que vous produisez l'hormone de l'amour. En attendant, pendant que le cœur produit l'hormone de l'amour, le cerveau va produire les hormones du bien-être que sont les morphines cérébrales. Et les reins en bas, ici, vont produire les hormones aussi de longévité qui est la DHEA. Très connue médicalement, il n'y a pas de problème là-dessus. À l'inverse de quoi, si ce n'est pas la DHEA, les reins vont produire les hormones de stress. On retourne dans le cerveau gauche, hormones de stress qui sont l'adrénaline et le cortisol. Vous voyez, tout fonctionne, tout est cohérent, hein, dans un sens ou l'autre. Quand vous êtes bien avec vous-même, là vous rayonnez, là ça s'ouvre, vous êtes dans la joie, vous êtes super bien, vous avez besoin de rien d'autre en réalité. Mais à un moment donné, il y a des expériences un petit peu transcendantes qui peuvent vous emporter comme ça, vous emmener, vous connecter. Et il y a des gens qui s'éveillent à une autre réalité. La réalité qui serait au-delà de ce que les cinq sens nous font percevoir de tout ça et qui ne serait que illusion, impermanence. Ça c'est très bouddhiste, mais c'est finalement très universaliste parce que tout ce qui est matériel va disparaître un jour. Tout est condamné à mourir. La voiture elle rouille, le plastique il s'abîme, le tissu il va être rongé par les mythes, la maison va s'écrouler dans X dizaines d'années. Tout est condamné, nous on va mourir, ce corps physique il va dépérir un jour. Tout le manifesté de la vie que nous pouvons appréhender grâce aux organes des sens, au fait de voir, de toucher, de sentir, d'entendre, l'oiseau il va mourir, tout est condamné à mourir. Et donc, soit vous êtes identifié par le mental à tout cet aspect matériel et vous vous coupez du reste, soit vous êtes désidentifié, vous passez au travers sans vous identifier à ça, c'est là mais vous ne vous attachez pas à ça. Le minimum pour vivre bien sûr, parce qu'on a tous besoin d'un toit, et d'habits parce qu'on n'est pas nu dans la rue non plus. Et vous pouvez connecter cette autre source d'énergie qui est la transcendance de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, subtilement, il est contenu dans l'ordinaire. C'est ce que Paulo Coelho disait dans L'Alchimiste. Paulo Coelho a dit « L'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires ». Je sais pas, ça vous résonne des choses, ça vous parle? C'est pas forcément évident de parler de tout ça, parce que je dis toujours, c'est comme si je vous parlais chinois, mais que vous êtes russe. Et vous comprenez le russe, mais pas le chinois. On parle deux langues différentes. Je vous parle là, cerveau droit. Quand on est encore beaucoup dans le cerveau gauche, c'est pas facile à comprendre tout ça, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de le comprendre, c'est de le vivre. Moi, il y a jusque 2012, je me suis vraiment mis dans la nourriture lumière pranique à partir de 2012 et ça a été progressif. Jusque 2012, je n'aurais rien compris à tout ça. J'aurais rien compris.
Si, les hormones, le cœur, les pensées, les émotions, la survie, le reptilien, tout ce qui est cartésien. Mais ce côté-là, je n'aurais rien compris du tout. Maintenant, je comprends un peu mieux ce que je vis. Bon. Je peux poser une question? Même deux. Super, ben, j'en aurais plein. Comment est-ce qu'on sait du coup qu'on est nourri si on choisit de ne plus manger de nourriture solide? Est-ce que la faim s'en va? Est-ce que... Ouais. Alors, je vais terminer avec, je vous réponds, c'est une très très bonne question. Je termine avec la conscience, la présence à la grande présence, vous savez, la connexion à la grande présence. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Sacré-Cœur pour les Occidentaux, ça s'appelle la conscience solaire pour les Orientaux, ça s'appelle le divin et le mystique. Je ne suis pas là pour vous dire il faut arrêter de manger, vous vous alliez dans les monastères et que vous deveniez engagés dans la religion. Je ne vous parle pas de ça du tout. Je ne suis pas là pour faire du sectarisme ou du prosélytisme ou quoi que ce soit. Mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que les grands mystiques, Marthe Robin, était pranique 100%, elle n'a pas bu ni mangé pendant 27 ans. Le Padre Pio en Italie n'a pas bu ni mangé pendant 17 ans. À San Giovanni de Rotondo, sur la côte est de l'Italie. Pas loin de la Calabre, là au-dessus, entre la Calabre et la Toscane, entre les deux, là, paf. Sainte Thérèse d'Avila, Bala Yogi en Inde est resté 40 ans en position de méditation, et vous avez la française Poumi Lescaut qui en a fait un ouvrage avec photos et tout ça.